Le vent souffle sur ces montagnes usées par le temps. La tempête se déchaîne depuis des jours. La température peut atteindre moins 50 degrés Celsius et la vie se cache profondément sous la neige. Un océan gelé s'étend au-delà de l'horizon. Un désert arctique, où il est plus facile de survivre sous la glace qu'au-dessus. Dans l'Arctique, la vie repose sur des lieux secrets, des lieux où les êtres vivants se rassemblent et où deux mondes se rejoignent. Sur la terre comme sur la mer, les prédateurs et les proies sont en quête d'une oasis. Parmi d'anciennes montagnes, par-delà un océan de glace, au cours d'une migration épique, envers et contre tout, la vie triomphera. Des montagnes de glace acérées découpent la ligne d'horizon. Une chaîne d'icebergs reflète le rivage. Le courant les attire en direction de la baie, créant ici un écosystème singulier. Les trois quarts de leur gigantesque masse sont dissimulés sous la mer de glace. Ils s'écrasent contre la banquise, balayés par le vent, malmenés par les marées et les courants océaniques. Une porte d'entrée vers un autre monde. En fondant, les icebergs libèrent des nutriments dans les eaux glaciales, ce qui permet à la vie de prospérer. Les prédateurs de toute taille affluent. Les phoques se postent sur la fine couche de glace, en quête de poissons et de crevettes, attirés par le phytoplancton. Et les ours polaires ne sont jamais bien loin. Parmi les crêtes qui émergent des icebergs, les ours peuvent sentir l'odeur des phoques à 20 km de distance. Grâce aux sentiers de glace, les prédateurs se rapprochent de leur proie. Les phoques représentent 90% du régime alimentaire des ours polaires. Mais la fine couche de glace n'offre qu'une protection limitée. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Mais avec la fonte des glaciers, de plus en plus d'icebergs se formeront. Et ils détiennent la clé dans le combat contre le changement climatique mondial. L'eau de fonte des icebergs contient de minuscules particules de fer qui absorbent le dioxyde de carbone. Ils forment des puits de carbone qui piègent le dioxyde et le retiennent sous l'eau. Un système naturel qui ralentit la fonte de l'Arctique.
Mais les icebergs ne sont pas les seules oasis. Certaines zones de l'océan Arctique restent libres de glace durant tout l'hiver, grâce à une étrange combinaison de remontées d'eau et de vents glacés. Elles apparaissent au même endroit année après année. On les appelle les polynies. Elles constituent une abondante source d'énergie dans ce paysage désolé. Les rayons du soleil pénètrent les eaux libres et engendrent la vie. Le phytoplancton se nourrit de la lumière solaire et la transforme en énergie chimique. Ces micro-organismes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Dans ce monde plongé depuis des mois dans l'obscurité totale, la lumière du soleil est une bénédiction. Mais l'Arctique se transforme. Le moindre changement dans cet environnement pourrait modifier ce fragile équilibre. Et cette oasis disparaîtrait à jamais. Avec l'allongement du jour, les polynies gagnent en taille. Et les oiseaux marins se rassemblent près de l'eau. Les guillemots de Brunick sont des plongeurs hors pair. Ils nagent en battant leurs ailes et volent littéralement sous l'eau. Le courant les aide à regrouper les morues polaires, leur proie favorite. Au plus fort de la chasse, les guillemots peuvent atteindre des profondeurs de 250 mètres. Ils partagent la Polynie avec les mouettes et les fulmars. Ces oiseaux se nourrissent en surface et peuvent voler sur de plus grandes distances que les guillemots. Ils peuvent parcourir jusqu'à 250 km pour trouver des étendues d'eau libre. Contrairement aux guillemots de Brunick, ces espèces s'adaptent facilement au changement de l'état des glaces. Peu à peu, les rayons du soleil éloignent l'hiver. Et la Polynie devient rapidement un lieu très fréquenté. Les oiseaux marins arrivent chaque jour plus nombreux sur la Polynie. Ils sont un excellent indicateur de biodiversité. Le guillemot change de régime alimentaire et passe de la morue polaire au caplan, un poisson plus petit, de la taille d'une sardine. La morue est une espèce qui évolue dans les eaux tempérées. Et la présence des caplans démontre que les températures ont évolué. Peut-être le signe que d'autres changements sont à l'œuvre.
De l'autre côté de l'Arctique, une autre oasis est apparue. Le long du fleuve, cette étendue d'eau libre a attiré des cygnes migrateurs. Ce passage dans la glace est appelé un chenal. Il représente une source de nourriture essentielle, les autres lacs étant couverts de glace. Un arrêt crucial dans le périple des cygnes vers leur lieu de nidification. Un arrêt très disputé. Durant le mois d'avril, près de 15 000 oiseaux s'arrêteront sur cette étendue d'eau libre. Deux espèces de cygnes cohabitent sur ce chenal. Le cygne trompette et le cygne siffleur. Les cygnes trompettes migrent toujours plus au nord. Ils sont plus grands que les cygnes siffleurs et les concurrencent pour la nourriture et l'habitat. Désormais, les cygnes trompettes dominent le chenal. Toute la journée, ils arrachent des plantes depuis le fond boueux du lac. Ils créent un courant en agitant leurs pieds palmés. Cela leur permet de dégager les racines et libère davantage de nutriments. Cette source de nourriture attire les familles de cygnes en grand nombre. Leur cou allongé leur permet d'atteindre les meilleurs végétaux. Et au plus fort de la migration, plus de 2000 cygnes peuvent peupler ce chenal. Ces animaux sont très territoriaux. Et si les cygnes jouissent d'une réputation d'élégance, la grâce a ses limites. Les familles se reforment et patrouillent leur territoire. Les jeunes cygnes partent en quête d'un partenaire pour la vie. Et ils sont prêts à en découdre. Les plus grands s'appuient sur leur nombre et s'octroient les zones les plus riches en nourriture. Alors que la promiscuité s'intensifie, les disputes de territoire se multiplient. Les cygnes n'ont que quelques jours pour faire le plein de calories et pour trouver un partenaire. La tension est à son comble et la concurrence peut vite dégénérer en affrontement ouvert. Les cygnes déploient leurs ailes pour intimider leurs adversaires. Ils peuvent atteindre une envergure de 3 mètres. Une arme redoutable. Dans ce combat rapproché, la taille des cygnes trompettes est un avantage décisif. À l'aide de leur bec et de leur corps, ils poussent leur adversaire et tentent de le maintenir sous l'eau pour le noyer. Les cygnes sont des voisins belliqueux.
Bientôt, l'appel du Nord se fait entendre. Et les cygnes, reposés et repus, peuvent reprendre leur voyage. Les cygnes siffleurs s'envolent vers le Grand Nord et la côte arctique, à plus de 1500 km de là. Les cygnes siffleurs ont évolué pour élever leurs poussins durant des étés plus courts. Les petits pourront prendre leur envol en à peine plus de 3 mois. De leur côté, les cygnes trompettes auront besoin du double. Avec le réchauffement climatique, les cygnes trompettes s'épanouissent. Mais les cygnes siffleurs doivent partir en quête d'un autre refuge. Les frontières sont en perpétuel changement. À 1000 km plus au nord, les montagnes Richardson traversent le cercle arctique. Cette région restera gelée durant toute l'année, même après la fonte des neiges. Conséquence, la végétation est rare et il y a peu de nourriture ou d'abri. Mais quelque part sur cette terre stérile se cache une autre oasis. Une oasis regorgeant de vie. Des troupeaux de caribous de la toundra traversent la région. Ils parcourent des milliers de kilomètres, suivant les routes migratoires tracées par leurs ancêtres. Les cygnes ne sont que des visiteurs saisonniers du Grand Nord. Les caribous, eux, sont le cœur battant de cette contrée. À lui seul, ce troupeau compte 200 000 animaux. Et il permet à des centaines de loups et d'ours de survivre. Dans son avancée, leur multitude façonne le paysage. Durant les mois d'hiver, ils se nourrissent exclusivement de lichens. Ils utilisent leurs sabots pour dégager la neige. Leur système digestif est conçu pour prélever les nutriments contenus dans ces plantes arctiques. Et chaque jour, ils peuvent en manger plus de 3 kilos. Mais l'arrivée des premières pluies est désormais plus précoce dans le Grand Nord. Et cela entraîne la formation d'une couche de glace sous la neige. Une couche que leurs sabots ont bien du mal à briser. Un danger de mort pour les caribous. Le monde change.
Mais dans son avancée, le troupeau compacte la neige. Cela a pour effet de ralentir la fonte et d'isoler les sols gelés. En compactant la neige, les caribous ralentissent la libération de méthane, un gaz à effet de serre prisonnier du pergélisol. Tout comme les icebergs, les caribous forment collectivement un système naturel. À leur façon, ils luttent contre le changement climatique et préservent la terre dont ils dépendent totalement. De nombreux prédateurs suivent le troupeau. Leur survie en dépend. Des grizzlies et des loups gris, des carcajous et des renards polaires. Les carcajous sont de plus en plus nombreux dans le Grand Nord. De tous les carnivores, le carcajou a le plus grand domaine vital. Il s'étend sur 1500 km². Dotés d'une force impressionnante, ils se nourrissent principalement des proies tuées par les loups. C'est un jeu dangereux, car les loups se nourrissent aussi de carcajous. Mais pour toutes les espèces, la faim exerce une force irrésistible. Un renard polaire est lui aussi attiré par la carcasse. Il fait la taille d'un chat domestique et ne fait pas le poids face à la puissance du carcajou. Le renard adopte une autre stratégie. Il mise sur la ruse et l'agilité. Le renard est tenace et il continue de harceler son concurrent. Le carcajou abandonne finalement la carcasse, inquiet du retour des loups ou lassé par le renard. Dans ce monde gelé, les renards polaires ont appris à se contenter des restes. D'autres renards accourent pour profiter du repas. Ces charognards sont parfaitement adaptés à la vie sur la banquise, à la solitude et aux conditions difficiles. Peu de calories leur suffisent pour survivre. De véritables spécialistes de la survie dans l'Arctique. Une multitude d'espèces suivent le troupeau de caribous dans sa migration hivernale. Tous se déplacent au rythme de cette oasis en mouvement. Leur survie en dépend.
Sur l'île de Baffin, le soleil se maintient 24 heures sur 24 au-dessus de l'horizon. La glace change à grande vitesse. La Polynie a disparu et une seule ligne de glace fait barrage à l'océan. C'est ce qu'on appelle la lisière des banquises. Davantage de lumière solaire pénètre les eaux et grâce à elle, le plancton entre en efflorescence. Un immense nuage de calories caché sous la surface de l'eau. Des morceaux de banquise se détachent et chaque jour, la glace fond un peu plus. Les vents et les courants emportent la glace, couche après couche. La dislocation de la banquise attire de nouveaux visiteurs. Et davantage d'animaux affluent à la lisière des banquises. Les morses, ces animaux préhistoriques, se prélassent sur les îlots de glace. Ils trouvent leur nourriture dans les fonds marins et utilisent leur longue défense pour détecter des proies. La forme spéciale de leur palais leur permet d'aspirer les palourdes et les mollusques. Les morses longent la bordure de la banquise et plongent pour pêcher. Pour dénicher leur proie, ils fouillent le plancher marin et expulsent des jets d'eau qui leur permettent de soulever la couche organique. Cela a pour effet de libérer des nutriments dans l'eau. Ces nutriments vont stimuler la prolifération du plancton et fournir de la nourriture à bien d'autres espèces. L'efflorescence algale attire d'autres animaux. Voici qu'approche la licorne des mers. Le légendaire narwal, connu pour sa longue défense torsadée. Il s'agit en fait d'une dent surdimensionnée. Une dent qui peut atteindre jusqu'à 2 ou 3 mètres de long et qui joue un rôle central dans la parade nuptiale et l'accouplement. Mais cette défense a d'autres utilités. C'est une antenne extrêmement sensible et couverte de terminaisons nerveuses. Un outil essentiel pour s'orienter dans les profondeurs. Lorsqu'ils chassent, ils s'en servent également pour frapper et étourdir les poissons. Elle leur permet également de détecter les changements de température, de salinité ou de pression de l'eau. Un étrange organe qui renforce le mystère autour de cette créature mythique. Les narwals passent la majeure partie de l'année dans les eaux profondes de l'Arctique. Ils vivent alors en petits groupes sous la banquise. Ils utilisent l'écholocation pour repérer leur proie dans cet univers obscur. Ils émettent des clics, des sifflements ou des ronronnements qui résonnent et rebondissent sur les objets qui se trouvent dans l'eau. Les tonalités les plus graves leur offrent une image générale des environs, alors que les plus aigus leur fournissent davantage de détails.
ils vivent dans un monde sonore. Chaque printemps, leur nombre augmente. Et ensemble, ils entreprennent une migration en direction de la lisière des banquises. Ils plongent pour trouver les morues et les calmars qui constitueront l'essentiel de leur régime estival. Entre chaque plongée, ils se rassemblent à la surface. Un comportement appelé dérive. Ils se prélassent et récupèrent leur force avant de retourner chasser. Un narval apparaît, puis un autre et encore un autre, venus à la surface pour restaurer leur réserve d'oxygène. Leur sang et leurs muscles sont conçus pour emmagasiner l'oxygène grâce à une multitude de vaisseaux sanguins qui relient le cœur aux poumons. C'est ce qui leur permet de plonger plus profondément que n'importe quelle autre baleine. Ils peuvent atteindre des profondeurs de 2000 mètres. Nous savons peu de choses de ces mystérieux animaux, mais il s'agit d'une espèce ancienne. Des animaux faits pour le froid polaire et qui s'aventurent rarement au sud du 60e parallèle. Des créatures probablement mieux adaptées que nous à une planète en profond changement. La gestation des narvals est particulièrement longue et dure 14 mois après l'accouplement. Une fois nés, les petits restent aux côtés de leur mère pendant encore 2 ans. Avec les changements climatiques, cette lente reproduction pourrait menacer l'espèce. Mais les narvals n'ont pas évolué depuis des milliers d'années. Ils détiennent l'un des secrets de la survie. Si les narvals sont des survivants, les orques sont des envahisseurs. Les eaux libres sont de plus en plus fréquentes dans l'Arctique. Les orques, aussi appelés épaulards, progressent toujours plus au nord. Et à mesure que la glace fond, leur territoire s'agrandit. Les orques sont nouvelles dans cette région et leur présence est une menace pour les autres baleines. Les narvals doivent désormais s'adapter. La grande nageoire dorsale des orques est un handicap quand l'océan est couvert d'une épaisse couche de glace. Mais alors que les eaux de l'Arctique restent libres de glace durant de plus longues périodes, les orques peuvent désormais évoluer librement et exploiter un tout nouveau territoire de chasse. Ces redoutables prédateurs visent une proie bien précise. Les mêmes proies que les guillemots de Brunick, les bancs de Kaplan.
Le caplan fait partie des poissons fourrages migrateurs, une espèce fondamentale pour les prédateurs et toute la chaîne alimentaire de l'Arctique. Un banc de caplan peut atteindre jusqu'à 1 milliard de poissons. Les orques frappent l'eau pour étourdir les caplans. Elles travaillent en équipe et partagent le butin. Les orques ont conquis le Nord. Une réussite polaire qui change à jamais notre regard sur ce monde glacé. Sous le soleil de l'Arctique, la terre aride se transforme. La neige fond rapidement et une grande variété de plantes arctiques reprend possession des sols. Les cygnes siffleurs ont atteint leur zone de nidification. Ils se nourrissent d'invertébrés et d'insectes qui éclosent chaque été. Grâce à ce régime riche en protéines, les poussins pourront rapidement se développer. La neige et la glace ont fondu, mais les sols restent gelés. L'eau qui ne peut être évacuée s'accumule et d'innombrables étangs et lacs se forment. Ces étangs peu profonds sont un paradis pour des millions d'insectes. Ces nuées d'insectes constituent une véritable oasis. Ils permettent de polliniser des millions de fleurs et de nourrir des milliers d'oiseaux migrateurs. La région se colore et l'activité devient foisonnante. Les cygnes consacreront la saison à élever leur progéniture. Une véritable course contre la montre. Les cygnes trompettes concurrencent désormais les cygnes siffleurs pour les habitats de nidification. L'allongement de l'été offre aux oiseaux les plus imposants le temps de faire grandir leurs petits. Et c'est un avantage décisif dans ce monde en constante évolution. Alors que l'été prend possession du Grand Nord, les caribous poursuivent leur avancée et donnent vie au paysage. Pour donner naissance à leurs petits, ils restent fidèles à une région très spécifique. Ils remontent la rivière Porcupine à travers les montagnes Richardson. Au cours de leur périple vers l'océan Arctique, ils peuvent parcourir plus de 4000 km. En juin, ils atteignent enfin l'aire de Misaba. Dans moins d'un mois, ce faon ira rejoindre la migration. Les premiers pas d'un périple sans fin. Les prédateurs encerclent le troupeau. Et le ciel fait peser une nouvelle menace. L'aigle royal.
Parmi ces jeunes caribous, à peine plus de la moitié survivra aux premiers mois de leur existence, et encore moins à la fin du premier hiver. Le troupeau doit garder une longueur d'avance sur le danger. L'oasis ne peut prendre de repos. D'abondantes chutes de neige ou les pluies précoces risquent de ralentir leur progression. Les feux de forêt modifient les sentiers de migration et l'équilibre de ce fragile environnement pourrait bien être brisé. Les changements climatiques sont une menace pour certaines espèces et une opportunité pour d'autres. Avec le réchauffement, le territoire des grizzlies s'agrandit. Un ours peut désormais manger une douzaine de caribous chaque saison et profiter d'une végétation toujours plus dense. Le paysage se transforme à mesure que l'Arctique se réchauffe. Les étés plus longs et l'augmentation des précipitations avantagent les ours. Le saule et les arbustes deviennent plus fréquents. Ils poussent librement et remplacent désormais le lichen. Un processus appelé le verdissement de l'Arctique. Les ours bénéficient d'un surplus de nourriture et d'une couverture efficace pour la chasse. Mais le verdissement modifie les routes migratoires, affectant les sources d'alimentation des caribous et ainsi de tous leurs prédateurs. Avec des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème. Chaque espèce doit s'adapter plus vite que jamais. Une menace grandissante pour les générations futures. De plus en plus d'espèces repoussent les frontières du Grand Nord. Le renard roux s'adapte rapidement aux conditions de vie dans le cercle arctique, le territoire traditionnel du renard polaire. Peu à peu, il force son cousin à migrer vers un territoire où les tanières sont limitées. Le renard roux est plus imposant que le renard polaire, presque le double de sa taille. Omnivore, il s'adapte à presque toutes les sources de nourriture. Le renard roux est habituellement fait pour la vie plus au sud. Mais l'allongement des étés et la végétation plus dense lui conviennent désormais parfaitement bien. Le renard polaire est lui aussi un animal résilient, mais il ne fait pas le poids dans l'accès aux ressources. Et ses caractéristiques faites pour la survie dans l'Arctique ne sont désormais plus un avantage. Comme bon nombre d'espèces endémiques de l'Arctique, sa seule chance est désormais de migrer encore plus au nord. Alors que l'Arctique verdit et que la température augmente, d'autres renards roux viendront conquérir la région.
En grandissant, ces renardeaux devront trouver leur chemin vers de nouveaux territoires. Ils suivront le troupeau de caribous pour atteindre un jour la côte arctique et repousser les renards polaires toujours plus loin. Dans l'Arctique en perpétuel changement, le futur est ouvert. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Le climat devient de plus en plus imprévisible. Et désormais, il n'est pas rare de constater 3 ou 4 semaines de décalage d'une saison à l'autre et d'une année à l'autre. La régularité des phénomènes naturels est fondamentale pour les animaux sauvages qui dépendent de ces cycles très fragiles. De rares événements qui se produisent lorsque l'oxygène pénètre la mer de glace et fait prospérer la vie. Lorsque les caribous se rassemblent et que le paysage se meut en une masse de prédateurs et de proies. La nature se bat pour maintenir cet équilibre. Mais les plus petits des changements peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans ce monde en constante évolution, les animaux sauvages doivent s'adapter plus vite que jamais. Et les oasis de l'Arctique n'ont jamais été aussi importantes.